Remember, remember when the night sky made us feeling free. Hold me, hold me till we meet again. Don't let me leave. Alors on se trouve un peu dans un lieu cosy. Ici, on est dans le hall d'entrée du Novotel à Strasbourg. J'ai choisi cet endroit parce que c'est quelque chose de très accueillant, disons-nous, pour se préparer à parler de thèmes un peu moins accueillants comme la guerre, Iliade, et aussi le périple, l'Odyssée d'Ulysse. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi de faire des plans sur la citadelle de Bitche, qui se trouve en Moselle. Elle m'inspire la citadelle de Troie, Ilion, avec ses grands murs, ses remparts, le fait qu'elle gouverne un peu, qu'elle soit au-dessus de tout le reste. C'est une fois de plus mon objectif, mettre le patrimoine de la région Grand Est en valeur, et je n'ai pas trouvé de meilleur lieu que ces hauts murs pour justement exprimer la puissance, exprimer la guerre, exprimer la stratégie militaire. L'Iliade, en fait, ça raconte les dernières semaines de la guerre de Troie. Le titre Iliade, ça vient de Ilion, l'autre nom de Troie. L'Odyssée, c'est parce qu'en fait, Ulysse, c'est une translittération française. Normalement, son nom, c'est Odysseus. Mon objectif, c'est pas de raconter l'Iliade et l'Odyssée. Il y a d'autres vidéos qui en parlent. Ça a été déjà fait. Il y a plein de commentaires, etc. Il y a plein de résumés. Ici, mon objectif, c'est vraiment de montrer la valeur des personnages, d'avoir une réflexion autour de l'arêté, c'est-à-dire la vertu chez les Grecs, l'hubris, c'est-à-dire la colère, l'envie de tout écraser, celle d'Achille, et aussi la métisse. Ça, c'est l'intelligence, la ruse, et c'est la capacité d'Ulysse. On dira Ulysse aux 1000 ruses, par exemple. C'est vraiment celui qui va réfléchir, et c'est aussi celui qui est à l'origine, en fait, du cheval de Troie. On a souvent tendance à croire que le cheval de Troie se trouve dans l'Iliade, mais en fait, l'Iliade s'arrête au moment où Achille tue Hector, son ennemi juré, le héros de Troie. Et il n'y a pas en fait le passage du cheval de Troie. Il est rapporté dans l'Odyssée quand Ulysse se rend à un moment donné sur une île, et en fait, il y a des aèdes, c'est-à-dire des chanteurs, et ils chantent les louanges d'Ulysse, alors qu'ils ne savent même pas que c'est lui, ils ne le reconnaissent pas, et ils racontent justement le cheval de Troie. Une chose par rapport à Achille qui est très importante, c'est que il est sans arrêt confronté à la mort durant l'Iliade. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir à plusieurs reprises. Pour résumer, Achille, au début de l'Iliade, il boude, il veut pas faire la guerre. Et en fait, arrive à un moment donné où son meilleur ami, Patrocle, se fait tuer sur le champ de bataille, et là, il décide de s'engager. Et en fait, Achille, il va décimer l'armée troyenne, l'armée adverse. C'est vraiment le héros grec, quoi. Souvent, on dit qu'il représente le kalos kagatos, c'est un terme qui veut dire un homme bon et beau, un esprit sain dans un corps sain, la vertu grecque, etc. C'est plus nuancé que ça. En fait, le kalos kagatos grec, c'est pas juste Achille. On pourrait dire que c'est un mélange de tous les héros, parce que Achille n'est pas bon, en fait. Au début, il fait une crise d'adolescence, Achille, et par la suite, il n'est pas bon au sens où il a l'hubris, c'est-à-dire qu'il veut détruire tout. Si on remonte l'arbre généalogique d'Achille, on peut aller jusqu'aux titans primordiaux, Gaïa et Uranos. Donc il a vraiment une lignée très noble, très puissante, etc. C'est pour ça qu'il arrive à tuer tout le monde en un sens. Et au moment où il va apprendre qu'il va mourir, la première fois, c'est parce que sa mère le lui dit, Thétis. Il a un dilemme en fait. Soit il peut continuer de se battre, tout en sachant qu'au moment où il va rentrer dans Troie, il se fera tuer. Soit il peut rentrer chez lui, vivre une vie longue et paisible, soit une vie courte mais glorieuse, soit une vie longue et plutôt banale, en un sens. Puisque c'est un héros grec et qu'il a l'hubris, Achille choisit la vie courte mais glorieuse. Il va donc tuer Hector, tuer l'armée des Troyens, et l'épisode qui est relaté d'ailleurs dans le film 3, au moment où il rentre dans la ville et au moment où il se fait tirer une flèche dans le talon, la fameuse expression le talon d'Achille qui vient de là, hein. Cette flèche est guidée par Apollon, le dieu des arts, parce que les dieux intervenaient dans la guerre. Et c'est pour mettre fin à l'hubris en fait d'Achille. Il a été orgueilleux, il a voulu être le plus puissant, et le dieu des arts, le dieu de la beauté, met un terme à cette hubris.
Alors, j'aime particulièrement l'Iliade, je préfère l'Iliade à l'Odyssée, mais pour compléter cette histoire-là, je suis obligé de parler d'un passage de l'Odyssée où en fait Ulysse se rend à un lieu à la frontière entre le monde des vivants et des morts. Il va voir le fantôme des anciens guerriers de Troie, parce que Ulysse est quasiment le seul survivant en fait. Et il parle avec Achille. Et ce qui est très intéressant dans les mythes grecs, c'est la représentation de tous les sentiments humains. En fait, c'est des héros, mais ils ont vraiment, même les dieux, en fait, ils ont des sentiments très humains. Et lorsqu'il parle avec Achille, Achille lui dit que il a choisi la vie courte mais glorieuse, mais que dans les enfers, dans le monde des morts des Grecs, eh bien, ça ne sert à rien. La gloire ne sert à rien, en fait. C'est vraiment inutile au sens où Achille dit « je préférerais être un paysan, ou alors le valet, un serviteur, mais vivant, plutôt qu'être un héros qui, entre guillemets, règne sur les morts. » Et j'adore, en fait, cette tragédie-là. Achille, on le dépeint tout le temps comme le plus glorieux, mais on oublie souvent que ce passage, dans l'Odyssée, montre que la gloire est vaine, en fait. Elle est vaine, elle ne sert à rien. Et ce qui est d'autant plus tragique, finalement, c'est que Ulysse est vivant, mais il va mettre plus de 10 ans à retourner chez lui, parce qu'il va subir la colère de tous les dieux. Il approche d'Ithaque, il voit Ithaque, donc sa ville, en fait, son royaume, et arrive un événement qui fait qu'il retourne en arrière. Il y a une tempête qui l'emmène ailleurs, sur une île, etc. Et on a d'un côté un parallélisme entre les deux. Achille est mort, et il a voulu la gloire, mais elle est inutile. Et Ulysse est vivant, il possède la gloire dans la vie parce que il est reconnu par ses pairs, mais malgré ça, il est très malheureux. Parce que cette gloire, même dans la vie des humains encore présents, est aussi inutile si les dieux, en fait, ne sont pas de son côté. Pour en revenir donc à la métisse, il y a une reconnaissance de la valeur de la ruse dans la Grèce antique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à dire si quelqu'un est rusé, il y a un aspect négatif en fait, il y a un aspect perfide. Et en fait, il y a un parallélisme entre les deux personnages une fois de plus parce que c'est davantage l'intellect, l'âme, la raison qui est l'attribut d'Ulysse et c'est comme ça qu'il va s'en sortir. On voit en fait que le héros grec, on devrait faire la fusion des deux en un sens pour arriver au vrai héros grec, kalos kagatos, l'esprit saint, le corps saint, c'est-à-dire le travail de l'âme et le travail du guerrier. Le fait de bien tromper quelqu'un, le fait de bien se faire battre, eh bien c'était quelque chose d'honorifique en fait, c'était quelque chose de bien vu tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va être trompé, on va le voir d'un point de vue négatif, mais il y a quand même une donnée positive dans cela. C'est-à-dire que être bien battu, être bien trompé, eh bien c'est reconnaître chez l'autre une qualité qu'on ne possède pas et reconnaître chez l'autre une supériorité en fait, ce qui est très différent des valeurs que l'on possède aujourd'hui. Lorsqu'il y a quelqu'un de meilleur que nous, on va vouloir le battre, mais on va surtout être jaloux de lui, on va chercher à le critiquer, etc. Alors que on devrait plutôt accepter sa supériorité, essayer de l'assimiler, essayer de l'atteindre, essayer d'être comme lui. Et c'est ça, cette verticalité, une fois de plus chez les Grecs, c'est l'idée de, voilà, on a quelqu'un de meilleur en face, et on admet sa supériorité. On reste humble, et on essaye d'être meilleur que lui pour le battre, certes, mais aussi pour soi-même. Il y a cette réflexion-là de la valeur qu'ont les personnages mythologiques Achille et Ulysse dans un texte de Platon, justement. Ce qui nous intéresse ici, c'est dans l'Hippias mineur. C'est-à-dire que Socrate va dialoguer avec ce personnage-là, Hippias, et ils vont essayer de réfléchir qui est le meilleur entre Ulysse et Achille. Il y a un paradoxe, en fait, qu'on a déjà évoqué juste avant, à savoir que Achille est plus honnête dans sa démarche qu'Ulysse, parce que Ulysse va ruser, alors que Achille, lui, il va mettre de côté un peu l'intellect, et quand il a quelque chose à dire, quand il a quelque chose à faire, il est plus franc, il réfléchit moins. Donc on pourrait dire que Achille est meilleur, en un sens, puisqu'il cache moins, il essaye moins de tromper, etc. Mais, pour tromper son adversaire, pour faire usage de cette métisse-là, eh bien, celui qui, en fait, trompe le mieux, c'est celui qui est le meilleur dans la tromperie. C'est là le paradoxe en fait, c'est que Achille, il n'est pas meilleur qu'Ulysse, parce qu'il n'est pas capable de volontairement faire usage de la ruse. Achille dit certes la vérité, mais dès lors où en fait
on est censé dire le mensonge pour gagner, eh bien il faut être apte à user du mensonge. Et être apte à user du mensonge, c'est posséder un savoir, posséder une connaissance, posséder une technique qui est celle de la ruse, et ça rend en fait son auteur meilleur que celui qui n'est pas capable de mentir volontairement. C'est des choses très paradoxales chez Platon qu'on retrouvera plus tard. L'Hippias mineur, c'est un texte de jeunesse. Par la suite, dans le Gorgias, il y aura cette idée que nul ne fait le mal volontairement, et ça rentre en collision avec ce qu'on vient de dire là, parce que celui qui fait le mal volontairement, eh bien c'est celui qui l'a choisi, parce que c'est celui qui est apte à le faire. Je donne un exemple, si jamais on a un cascadeur, eh bien le cascadeur, le meilleur cascadeur, c'est celui qui sait comment se tenir, mais c'est aussi celui qui sait faire exprès de chuter. Et entre quelqu'un qui ne fait pas exprès de chuter et quelqu'un qui le fait exprès, donc qui fait quelque chose de négativement bien, eh bien c'est lui qui est meilleur. L'âme bonne, l'âme juste, c'est celle qui est capable de commettre l'injustice, justement, celle qui est capable des pires choses. Et c'est là où je voulais nous mener, en fait, à cette réflexion-là, de se dire que des valeurs sont très différentes dans la Grèce antique par rapport à aujourd'hui. Une fois de plus, merci pour votre attention, merci pour votre temps d'écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter aussi, c'est l'objectif, travailler sur ces valeurs. Dites-moi quel est votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec Platon, est-ce que vous êtes en désaccord avec lui? La prochaine fois, dans la continuité de ce chapitre Pneuma, l'objectif une fois de plus, s'inspirer des Grecs, s'inspirer de leurs mythes, et aussi les critiquer, c'est ça la philosophie. Est-ce que ces mythes vous ont inspiré, vous aussi? Est-ce que vous les avez lus? En tout cas, vous retrouvez en description les passages que j'ai utilisés, et vous pouvez aussi retrouver des liens pour vous procurer ces livres et permettre de financer le projet de cette chaîne. La